Bonsoir, chers étudiants. Nous allons amorcer ce soir le chapitre 7 de notre cours Concepts généraux des réseaux. Il s'agit du dernier chapitre, dont j'ai prévu ça en dernier lieu, le chapitre 7 sur le routage IPv4. Donc, nous allons d'abord introduire en grand 1, c'est-à-dire présenter ce que sert le routage IPv4. En grand 2, on va parler du routage statique, et définir le principe du routage statique et ressortir ses avantages. En grand 3, nous parlerons du routage dynamique. On va relever quelques protocoles de routage dynamique. Et enfin, nous allons faire une comparaison entre les deux catégories de protocoles de routage, les protocoles routés et les protocoles de routage et les protocoles routés. Donc, on va citer quelques exemples. Bon, sans plus tarder, je vais lancer avec l'introduction. L'une des fonctions majeures de la couche 3 du modèle OSI est le routage IP. En fait, c'est à ce niveau que toutes les techniques spécifiques au routage de paquets IP sont implémentées. Donc, quand on parle de routage, il s'agit de la couche réseau du modèle OSI. C'est à ce niveau-là que les techniques de routage sont implémentées. Notons que le routage est un processus assurant le choix du meilleur chemin parmi ceux disponibles dans la table de routage du routeur pour acheminer les informations encapsulées dans des paquets IP de la source à la destination. Là, c'est le principe même du routage. Trouver un chemin, donc il faut qu'il y ait toujours un chemin quitté, trouver le chemin. Et ce chemin, c'est généralement le meilleur chemin dans la table de routage qui va permettre de transporter, d'acheminer les données, l'information, le message que je veux transmettre de la source à la destination. Le principal équipement employé ici est le routeur. Là, qui dit routage, dans routage, il y a routeur. Donc, c'est l'équipement principal à ce niveau, qui permet l'interconnexion de divers réseaux utilisant le protocole IP. C'est justement parce que cet équipement permet l'interconnexion qu'il faut faire du routage pour chercher les réseaux, le chemin pour accéder à ces réseaux. L'adresse IP est l'élément essentiel pour déterminer le chemin d'une destination donnée, car le routeur utilise l'adresse IP réseau de LAN pour effectuer le routage. Cependant, on distingue deux types de routage, le routage statique et le routage dynamique. En grande routage statique. Le routage statique s'effectue manuellement par l'administrateur du réseau qui se charge lui-même d'entrer les routes nécessaires pour le bon fonctionnement du système afin de faciliter la communication d'un réseau à un autre. Donc, quand on parle de route statique, ça donne quand même beaucoup de travail à l'administrateur. Tout se fait manuellement à travers des commandes. Donc, il doit intervenir vraiment physique lui-même en personne. Il n'y a pas d'automatisation ici, tout est statique. Il doit mettre à jour manuellement les entrées de route statiques à chaque fois qu'une modification topologique est nécessaire. Quand on peut comparer, c'est quand même c'est un inconvénient pour certains réseaux de le faire manuellement. C'est un inconvénient quand le réseau deviendra. Il est recommandé d'abandonner ce type de routage lorsque le réseau contient déjà plus de 5 routeurs. C'est normal parce que quand ça va aller au-delà de 5 là, l'administration devient vraiment lourde, énorme, complexe. Le routage statique offre plusieurs applications utiles. Le routage dynamique a tendance à relever toutes les informations connues d'un réseau, alors que
vous souhaitez masquer certaines informations pour des raisons de sécurité, restons voir. Puisqu'en dynamique, j'implémente un protocole. Le protocole là, généralement, ces protocoles vont relever toutes les informations, quoi. Toutes les informations nécessaires. Il ne restera rien. Et pourtant, manuel, l'administrateur a le choix de faire du filtrage, de choisir quel message relever ou pas, ou quelle mise à jour il doit annoncer ou pas, pour des besoins de sécurité. Bon, ça ne fait pas de lui vraiment le protocole recommandé pour certains réseaux. Parce que pour les autres protocoles, on même déjà cette fonctionnalité où on peut faire de la restriction. En optimisant le protocole utilisé, on peut faire vraiment déjà cette partie de sécurité, gérer cette notion de sécurité-là en implémentant certains protocoles pour l'optimisation du protocole de routage utilisé. Lorsqu'un réseau n'est accessible que par un seul chemin, oui, une route statique vers ce réseau peut s'avérer suffisante. Exemple, des routes par défaut, quoi. Le chemin pour aller vers Internet, pour la plupart des réseaux, c'est un seul chemin. Ce type de réseau s'appelle réseau de l'extrémité, oui, pour sortir du réseau. La configuration d'une route statique vers un réseau d'extrémité permet la surcharge liée au routage dynamique. Il évite d'abord une perte en bande passant due aux mises à jour envoyées par des protocoles de routage. Ici, la mise à jour, elle est manuelle et c'est vraiment au rythme de l'administrateur. Il doit être présent, il doit intervenir à chaque moment. Et c'est à lui de gérer ça pour éviter la surcharge. Qui provoque la perte de la bande passante. Contrairement aux protocoles de routage qui ont une fréquence d'envoi des paquets Hello pour la mise à jour. Donc, c'est vraiment régulier là-bas. Et on ne peut pas stopper. C'est nécessaire pour maintenir les relations de voisinage. Bon, grand 3, routage dynamique. Le routage dynamique permet d'utiliser les protocoles qu'on appelle protocoles de routage, routing protocols, pour remplir les entités de la table de routage. Une fois qu'un administrateur réseau a entré les commandes de configuration pour lancer le routage dynamique, les informations relatives au protocole sont mises à jour automatiquement par un processus de routage. Le routage dynamique possède comme avantage principal de s'adapter automatiquement aux modifications topologiques. Donc, dans le routage dynamique, tout est automatique. Donc, j'implémente, cela se résume à implémenter. Donc, l'idée ici, c'est d'implémenter un protocole de routage qui va faire tout, qui va gérer ce processus, un protocole qui contient les algorithmes qui permettent de gérer vraiment les relations de voisinage entre les routeurs, gérer à travers des mises à jour périodiques que les routeurs s'envoient pour maintenir le réseau. Ce qui fait qu'à chaque changement topologique, tout est automatique. Donc, l'administrateur lui vient seulement contrôler, mais lui, il n'intervient pas pour faire la mise à jour. Quand il y a changement, tout c'est automatique. Les algorithmes qui implémentent ces protocoles-là ont tout prévu pour rendre cela dynamique. Caractéristiques des protocoles de routage. La mise en œuvre du protocole dynamique dépend de deux fonctions de base. La gestion d'une table de routage. Il y a toujours une table de routage à gérer. La table de routage va contenir quoi? Les meilleurs chemins pour une destination donnée.
Il faut noter qu'il y a d'autres tables, à savoir la table de voisins qui relève les voisins d'un routeur donné. Donc, chaque routeur a ses voisins dans un système de routage IPv4. Il y a même aussi à côté la table topologique qui contient toutes les routes possibles pour atteindre chaque destination. S'il y a 5 routes pour une destination, on les verra toutes dans la table topologique. Mais au niveau de la table de routage, le routeur, en fonction de la métrique, choisit le meilleur chemin. Le meilleur chemin étant celui qui a la métrique la plus faible. La distribution opportune des informations aux autres routes sous forme de mise à jour du routage. Oui. Le protocole dynamique s'appuie sur un protocole. Le routage dynamique s'appuie sur un protocole de routage pour partager les informations entre routeurs. Oui. Un protocole de routage définit les règles utilisées par un routeur pour communiquer avec les routeurs voisins. Par exemple, un protocole de routage définit les informations suivantes. Comment envoyer les mises à jour? Les informations contenues dans ces mises à jour, le moment où les informations doivent être envoyées, comment localiser les destinations des mises à jour. Les protocoles de routage peuvent être classés selon l'algorithme qu'ils utilisent. Nous avons l'algorithme vecteur de distance, l'algorithme à état de lien et les algorithmes hybrides. Lorsqu'un algorithme de routage met à jour une table de routage, son principal objectif est de déterminer les meilleurs chemins à inclure dans cette table de routage. Oui. Chaque algorithme de routage interprète à sa façon les meilleures informations. Donc, on choisit toujours les meilleurs chemins avec les meilleures informations qu'il nous donne. Un protocole de routage peut calculer les métriques en fonction des critères tels que moi j'ai expliqué. La métrique, les routeurs se basent sur la métrique des chemins pour choisir le meilleur. Donc, et la métrique, voici quelques critères. Les critères qu'on emploie généralement pour déterminer la métrique d'une route. Il y a déjà en premier la bande passante. Le débit d'une liaison mesuré en bits par seconde, il s'agit du débit max. Le délai, le temps requis pour acheminer un paquet de la source à la destination. Nous avons la charge, la quantité de trafic sur une ressource réseau telle qu'un routeur ou une liaison. La fiabilité, cette notion est généralement le taux d'erreur sur chaque liaison du routeur. Le nombre de sauts, le nombre de routeurs par lesquels un paquet doit passer avant d'arriver à destination. Le TICS, l'intervalle de temps entre deux trames pour une liaison de données précise, environ 55 secondes. Le coût, généralement basé sur une dépense monétaire attribuée à un lien par l'administrateur réseau, généralement dans un système OPS ou IGRP. Chaque lien a un coût qui représente la métrique. Processus de transmission. Le processus de transmission des paquets se déroule comme suit. L'autre source demande si la destination est locale, même réseau ou même sous-réseau, ou distante grâce à un couple IP-masque de sous-réseau. Elle calcule ainsi l'adresse IP de source et l'adresse IP de sous-réseau et la destination ainsi que la sienne. Bon, je vais m'expliquer. Voici un exemple.
Si nos PC1 que voici doit envoyer un paquet à PC2. Ou alors, supposons que lui, il doit envoyer à PC1. Qu'est-ce qui se passe? Quand la crème quitte là, ça arrive au niveau du routeur. Le routeur doit utiliser l'adresse IP source et son masque et le masque de source pour calculer l'adresse réseau source. Il garde. Et maintenant, connaissant aussi l'adresse IP de destination et son adresse et son masque, il va également calculer l'adresse réseau de destination. Et il fait une sorte de comparaison entre les deux adresses. Donc, il va comparer. Si les deux adresses sont les mêmes, il va conclure que c'est une remise directe. C'est ce qu'on dit. Ça veut dire que la source et la destination sont dans le même réseau. Maintenant, si les deux adresses réseau sont différentes, il va savoir que c'est un réseau distant. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde au niveau de sa table de routage et se pose la question, bon, comment faire pour atteindre ce réseau? Sa table de routage va lui montrer son voisin. Le voisin, il va lui dire qu'envoie ça au voisin aussi. Le voisin va prendre le paquet. Il va aussi calculer les deux adresses réseau source et destination. Donc, il va prendre le paquet. Il analyse le paquet. Il comprend aussi, il regarde aussi sa table de routage. Il va voir que le paquet doit sortir de là. Donc, avant, il va l'envoyer directement à destination. Parce que après, quand il va faire son calcul, il va regarder sa table de routage pour constater que la destination, c'est chez lui. Il va directement faire la remise directe à PC1 et voilà l'information qui est reçue. On dit si les adresses IP de sous-réseau sont les mêmes, c'est ce que j'ai expliqué. Alors, la source émet la crème avec l'adresse de couche 2 de la destination. L'émission est ainsi directe. Donc, c'est une remise directe. Par contre, si les adresses IP de sous-réseau sont différentes, alors la source encapsule la crème avec l'adresse de la couche 2 de sa passerelle par défaut, puis l'envoie. C'est-à-dire, c'est le cas-ci. Il a constaté que l'adresse de destination n'est pas la même que l'adresse source. Il encapsule la crème avec l'adresse MAC ici de sortie, dont l'adresse MAC source devient l'adresse de cette MAC de cette interface et ainsi que l'adresse IP. Il encapsule et il envoie à la destination qui est là. Parce que pour arriver à la destination, il faut passer par des destinations intermédiaires qui est d'abord là. Quand le routeur s'y prend, il regarde sa table de routage. La passerelle par défaut, à savoir généralement un routeur reçoit cette trame. Ce routeur va déterminer le chemin à emprunter afin d'atteindre le réseau de destination. Ceci se fait grâce aux informations de la couche 3 fournies par le paquet ainsi que par l'analyse d'une table de routage. C'est ce que j'explique ici. Regarde, il analyse et il envoie là où il faut. Pose ensuite 2 cas. Il se pose ensuite 2 cas. Le routeur actuel est le routeur final. Comme notre cas-ci. Le routeur actuel, c'est celui-ci. Il est le routeur final. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il est directement connecté au réseau de destination. Oui, voici le réseau de destination, c'est direct. Adresse. Dans ce cas précis, on place les adresses de couche 2, adresse MAC,
de l'interface du routeur comme adresse source. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'adresse C. Ça devient l'adresse source. La CRAM, bon, comme l'adresse source et celle de la destination dans le champ adresse de destination qui est connu. La destination pour nous c'est PC1. Il enregistre ça. La CRAM est alors envoyée sur le réseau de destination. Là c'est direct, il envoie directement. Le routeur actuel est un routeur intermédiaire au chemin. Je prends un exemple. Imaginons que le routeur là, imaginons que ce routeur est ici là. Le prochain routeur est intermédiaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il va falloir passer obligatoirement par une autre route afin d'atteindre la destination. C'est celle-ci. Voici un autre routeur que j'ajoute là pour expliquer le cas ci. S'il doit passer par là pour atteindre la destination, qu'est-ce qui se passe? La CRAM va donc être encapsulée avec l'adresse de la couche 2 de ce routeur et celle du prochain saut dans le champ destination, adresse destination. Qu'est-ce qui se passe? Il encapsule ça, la source devient ça et la destination devient celui-ci. Et c'est à lui d'envoyer là où il faut. Table de routage en 3. La table de routage est l'élément central du routeur. C'est cette table qui est utilisée par la fonction routage pour déterminer le meilleur chemin pour chaque destination connue du routeur. Il existe une seule table de routage par protocole routé, sachant que cette table de routage peut être complétée manuellement, où on parle de routage statique ou dynamiquement protocole de routage. Une table de routage possède les champs suivants. Après, je vais vous présenter une table de routage sur Packet Tracer. Il y a d'abord l'adresse de destination. Il ne peut exister qu'une seule entrée dans la table de routage ou une destination passant par un même prochain saut. Oui. Interface de sortie. Dans l'interface de sortie du routeur, interface locale du routeur vers laquelle le paquet sortira. Par exemple, quand je suis là, pour aller ici, voici l'interface de sortie. Le prochain saut, adresse de couche 3 du prochain routeur sur le chemin pour atteindre le réseau de destination. Le prochain saut chez moi, quand je sors là, voici l'adresse de sortie, l'interface de sortie. Et le prochain saut, c'est ça. C'est là où, en fait, le prochain saut, c'est l'interface du routeur qui est plus proche de la destination. Donc, le routeur voisin, c'est le routeur voisin. La métrique, il s'agit d'une valeur numérique utilisée par les protocoles de routage qui permet la sélection du meilleur chemin et qui est basée sur des critères propres à chaque protocole de routage. Plus la métrique est petite, meilleure est la route. Donc, on peut avoir plusieurs routes pour atteindre un même réseau. Le routeur va choisir la route qui propose la plus faible valeur de métrique. Nous avons aussi la distance administrative. Cette valeur numérique permet d'indiquer un ordre de préférence entre les différents protocoles de routage lorsque plusieurs d'entre eux concourent pour une même entrée dans la table de routage. En effet, il est presque impossible de comparer objectivement les informations fournies par différents protocoles de routage en utilisant leur métrique calculée avec différents critères. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe là, c'est que, en fait, la métrique est bien utilisée lorsque on se trouve dans un réseau, supposons un réseau qui utilise OSPF
EIGRP, EIGRP, dans un système qui utilise les deux protocoles-ci, et EIGRP. Maintenant, supposons qu'il y a un chemin, qu'une destination a deux routes. L'une des routes est proposée par l'OSPF et l'autre par l'EIGRP. Quelle sera la route utilisée? Je rappelle bien que la distance administrative de l'OSPF, c'est 110. Celle de l'EIGRP en a de 90 pour les routes internes et 170 pour les routes externes. Supposons que ce sont les routes internes. Qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir celle qui a la plus grande distance administrative, c'est-à-dire il choisira l'OSPF. L'OSPF. Non, est-ce que c'est la plus grande? Je vais encore vérifier, je crois. Nous allons vérifier cela. Mais il faut dire que c'est en fonction de la distance administrative. Il choisir, je crois que c'est le plus grand, la plus grande valeur. C'est à vérifier. Donc, si c'est la plus grande valeur, il va choisir la route avec OSPF. Parce que maintenant, si on vient avec une route externe, ce sera plutôt EIGRP qui utilisera. Ah, voici même ça. Plus la distance administrative est petite, plus le protocole est considéré comme prioritaire. Ah oui, c'est le plus petit. Donc, c'est-à-dire, si je reviens là, il y a deux routes là, l'une avec OSPF, l'autre avec EIGRP. Qu'est-ce qu'on va prendre entre 110 et 90? C'est le chemin. C'est le chemin avec EIGRP. Si c'est une route EIGRP interne, on va choisir le chemin avec EIGRP. Mais si c'est externe, on va plutôt choisir OSPF. Les différentes valeurs à connaître sont, bon, voilà les différentes valeurs protocole ou des routes directement connectées. La distance administrative, c'est 0. Donc, c'est toujours les meilleures routes. Directement connectées, c'est la meilleure. Les routes statiques sont aussi meilleures. Après ça, on a le RIP 120, IGRP 100, OSPF 110 et IGRP 90. J'ai dit celui-ci 90 pour les routes internes et 170 pour les routes externes. Le moyen d'apprentissage. Ce champ explique la méthode d'apprentissage pour chaque entrée dans la table de routage, en nous précisant le protocole de routage qui nous a informé cette entrée. En fait, dans la table de routage, nous avons le code. Le code C, quand vous voyez C, je vais présenter une table de routage. Voici une table de routage. On utilise la commande show IP route. Voici une table de routage bien élaborée. J'ai agrandi. Bon, voici une table de routage avec la commande show IP route. Le code C représente ce sont les réseaux directement connectés. Je viens là. Il y a les réseaux directement connectés déjà sont sur R2. Voici R2. Le réseau directement connecté, il y a le 192.168.20.0. On va voir que c'est avec le symbole C. Voici le réseau là ici, C. Dans notre table de routage, on dit que 192.168.20.024 is directly connected pour dire directement connecté.
et c'est via l'interface quoi 0,1. Voici l'interface là. Il y a aussi le réseau 10.0.0/32 qui est aussi directement connecté. Donc, c'est des routes qui mènent au réseau directement connecté. R2 a deux réseaux directement connectés. Il y a le réseau C connecté via le giga 00 et celui-ci via le giga 01. Maintenant, les S sont les routes statiques. Donc, s'il y a une entrée avec S, ça veut dire que c'est une route qui a été entrée manuellement. Voici ça, l'entrée S que je l'ai fait. C'est une entrée statique qui te montre comment, donc cette entrée montre comment atteindre le réseau ci. Donc, je suis sur R2. J'indique comment faire pour atteindre le réseau connecté sur R1. Voilà ça. On me dit il faut l'envoyer ça à 10.0.0.1, c'est-à-dire que le routeur s'il prend le paquet, il l'envoie là. Ça marche. Avec R, c'est RIP, c'est le protocole RIP. Je n'ai pas I, c'est IGRP, D, c'est EIGRP. Étoile, ce sont les routes par défaut. On définit une route par défaut ou réseau candidat par défaut est une entrée de la table qui dirige les paquets vers un saut suivant défini. Lorsqu'il n'y a pas d'entrée explicite pour le réseau de destination. Je reprends. Une route par défaut est une entrée de la table de routage, la table qui dirige les paquets vers un saut suivant défini lorsqu'il n'y a pas d'entrée explicite dans le réseau de destination. C'est-à-dire, c'est une route qu'on utilise quand il n'y a plus d'autre entrée. On dit, si on a implémenté les routes plus précis, quoi. On dit, pour les autres routes, pour les autres réseaux, passer par ici. C'est généralement les routes externes. On utilise les routes par défaut pour sortir. Généralement, le réseau pour aller vers Internet. En fait, dedans, j'ai précisé toutes les routes. Comment est-ce que cela se passe? Ça se passe du genre, l'administrateur a précisé toutes les routes possibles. Maintenant, comme lui ne peut pas connaître toutes les routes, il crée quoi? Une route par défaut pour les autres réseaux sur Internet qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas ajouter toutes les routes Internet au niveau de sa table de routage, c'est impossible. Il ajoute donc ce lien pour permettre aux usagers du réseau d'aller sur Internet et ouvrir n'importe quelle page web. Bon, voilà le processus, le paquet. Ce schéma explique le processus du routage. Paquet entrant, ça c'est entrant sur un routeur. Ça entre là sur un routeur. Ça entre ici. Entrée explicite dans la table de routage, c'est lui, c'est R1 qui demande ça, c'est-à-dire paquet entrant, ça entre là. Il dit entrée explicite dans la table de routage. Est-ce qu'il y a une entrée comme ça dans la table de routage? Il dit non. S'il dit non, il dit réseau candidat par défaut, route par défaut. Il demande est-ce qu'il y a une route par défaut? S'il y a une route par défaut, il demande, il balance là-bas. Est-ce qu'il y a une route par défaut? Non. Paquet supprimé, on supprime seulement ça à travers le protocole ICMP Network Archivable pour dire que le réseau n'a pas été trouvé. Après, si maintenant il y a une passerelle par défaut, paquet dirigé vers l'interface de sortie, on envoie ça à la passerelle. Deuxième cas,
explicite. S'il y a une entrée dans la table de routage, lui, il envoie ça toujours à la sortie. C'est un peu ça. En 4, routage de paquets en fonction des entrées dans la table de routage. On va dire tout paquet qu'un routeur reçoit n'ayant pas d'entrée explicite ou implicite, réseau candidat par défaut, dans la table de routage est décrit. C'est décrit. Le message ICMP Network Unreachable est alors envoyé par le routeur à la station source du paquet. Par le routeur, il envoie ça à la station source pour dire que la destination n'a pas été trouvée. On ne peut pas joindre cette destination. La décision prise par la fonction de routage est basée sur le principe de correspondance par le principe de la correspondance la plus longue. Ceci signifie que si plusieurs entrées existent dans la table de routage, la plus précise correspondant à la destination sera choisie. Donc, voici un peu ce chemin, ce petit tableau qui explique. Ça va vous aider à établir vous-même les tables de routage. Réseau à atteindre, on met ça ici, son masque. Passerelle, c'est le routeur qui s'agressait et dans quelle interface je relis ça, c'est AR2 pour implémenter les routes statiques. Les protocoles de routage et les protocoles routés. On va lister quelques protocoles de routage. Les protocoles routés, c'est un protocole de réseau qui contient les informations permettant d'acheminer le paquet vers la bonne destination. Donc, les protocoles routés contiennent les informations permettant d'acheminer les paquets vers la bonne destination. Il est en quelque sorte comme l'élément qui porte le paquet. Exemple, le protocole IP. Donc, c'est ça qui va porter l'information sur Internet. Les protocoles de routage, ce sont les protocoles de réseau qui indiquent le meilleur chemin pour qu'un paquet atteigne sa destination. Exemple, RIP, OSPF, IGRP, EIGRP. Un protocole de routage prend connaissance de toutes les routes disponibles. Il insère les meilleures routes dans la table de routage et supprime celles qui ne sont plus valides. Il existe principales classes d'algorithmes de routage. Nous avons l'algorithme à vecteur distance et état de lien. Chaque type de protocole détermine directement la route la plus appropriée vers le réseau de destination. Pour que deux routeurs échangent des routes, ils doivent utiliser le même protocole de routage et par conséquent le même algorithme de routage. Là, c'est clair. On va parler du protocole RIP, Routing Information Protocol. C'est un protocole de routage à vecteur de distance utilisé sur les milliers de réseaux à travers Internet, à travers le monde. Les principales caractéristiques du protocole RIP sont les suivantes. Il s'agit d'un protocole de routage à vecteur de distance. Il utilise le nombre de sauts comme métrique pour la sélection du chemin. Le nombre de sauts, c'est le nombre de routeurs qu'on traverse. Par exemple, quand je quitte mon réseau, pour ce réseau, il y a deux sauts. Le premier saut, c'est le routeur direct, et le deuxième saut, c'est le deuxième routeur. Il établit comme route inaccessible un nombre de sauts supérieur à 15. Ça veut dire que quoi? Si pour atteindre une destination, je dois traverser plus de 15 réseaux. Déjà, à plus de 15 routeurs, RIP ne peut plus rien voir. RIP devient vraiment
le RIP a atteint son max à plus de 15 heures. Il ne peut plus, il devient aveugle, il ne voit plus à ce niveau-là, c'est sa limite. Il envoie par défaut le contenu de sa table toutes les 30 secondes. C'est ça, les mises à jour. Toutes les 30 secondes, là, c'est lourd. Il s'agit des mises à jour permanentes en cas de modification de sa table de routage. Il envoie tout ça, toutes les 30 secondes. Il envoie immédiatement la nouvelle table à ses voisins. On parle alors de mise à jour déclenchée. Il existe deux versions du protocole RIP. On a la version 1 RIP v1 et RIP v2. On dit RIP v1 n'envoie pas des informations du masque de sous-réseau. Lui ne gère pas les sous-réseaux. C'est pour cela que nous implémentons plus le RIP version 2 qui est plus amélioré. RIP version 2 supporte les réseaux classless. Les réseaux classless, c'est quoi? Routage avec des adresses de sous-réseau DLSM. Donc, c'est-à-dire lui supporte les sous-réseaux. Le protocole RIP a toutefois quelques inconvénients. La limite du nombre de soit 15, oui. L'envoi des mises à jour, donc on ne peut pas utiliser ça sur Internet. Impossible. L'envoi des mises à jour toutes les 30 secondes sature la bande passante. Oui, ça sature la bande passante. Le protocole EIGRP. EIGRP signifie Enhanced Internet Gateway Routing Protocol. C'est un protocole amélioré propriétaire développé par Cisco, donc c'est la propriété de Cisco, contrairement à OSPF. Il a été développé pour pallier aux limites d'autres protocoles de routage à vecteur de distance comme RIP. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Protocole de routage à vecteur de distance. Il gère un nombre de sauts maximum de 224 sauts, donc on peut aller jusqu'à 224 routeurs dans un système EIGRP. Il utilise une série de métriques pour calculer le meilleur chemin. Donc, pour que lui, sa métrique dépend quoi? Dépend de la bande passante, de la charge, de la fiabilité, de la bande passante. Son algorithme de routage est dual, Diffusing Update Algorithm. Contrairement au RIP, le protocole EIGRP gère trois tables. Il y a la table de routage, la table de voisinage et la table topologique. Ces quelques inconvénients sont: il est exigeant en bande passante, il ne fonctionne qu'avec les routeurs Cisco, donc il est propriétaire. On ne peut pas faire ça dans les routeurs qui ne sont pas Cisco. On ne peut pas implémenter EIGRP. Le protocole OSPF, Open Shortest Path First, c'est même celle qui est la plus utilisée parmi les trois. C'est un protocole de routage à état de lien non propriétaire, donc c'est standard, c'est un protocole standard, on peut utiliser ça sur n'importe quel routeur. Il utilise l'algorithme de routage SPF, Shortest Path First, c'est son algorithme. Il envoie ses mises à jour uniquement en cas de modification de la table de routage. Voilà un peu ça qui le rend plus performant que RIP. Parce que RIP consomme la bande pour rien. RIP envoie les modifications, les mises à jour toutes les 30 secondes. Même s'il n'y a pas eu de changement, RIP va envoyer les mises à jour. Et pourtant, OSPF et je crois qu'EIGRP le font quand il y a changement. Donc, s'il n'y a pas changement, il n'envoie pas de mise à jour. RIP, lui, il envoie toutes les 30 secondes. 30 secondes, c'est lourd. Même s'il n'y a rien, il envoie seulement. Il assure l'authentification de la route. La distance administrative est la distance qui détermine la fiabilité d'une route. Plus elle est élevée, moins la route est fiable. Bon, c'est la fin du chapitre.
Bon, il reste à faire beaucoup de TD. C'est la fin du chapitre et aussi la fin du cours, quoi. Bon, à part les TD qu'on va faire maintenant, le cours, il est bon. On va appliquer beaucoup d'exercices pour terminer. Donc, je vous remercie énormément. Thanks a lot for your kind attention. I'm very happy to get you on my YouTube channels for those courses. So just like and follow me, follow the page, like videos. That give me more strength to continue giving you all these knowledges about our specialty. Je vous remercie. Je vais devoir arrêter et à bientôt.